Blie. Oui, je faiblis. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce que si tout le monde faiblit, si le peuple entier faiblit, est-ce qu'on peut dire que l'établit? Je pose la question. Et salut les boiseuses et salut les boiseux. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la conception d'un établi. Parce que ça fait un certain temps que je cogite sur ce sujet. Je voulais discuter justement de la conception de l'établi. Et j'ai dit conception. Et avant d'aller plus loin, je vais vous dire ce que j'entends par conception. Plus exactement, ce que le dictionnaire aussi entend par conception. Alors, concevoir, c'est absolument pas dessiner, c'est pas designer. En tout cas, je pense que c'est une erreur de le voir comme ça. C'est pas non plus accomplir l'acte sexuel par lequel sera engendré l'enfant, bande d'obsédés. Concevoir, c'est se représenter par la pensée quelque chose de telle manière, en avoir telle idée, telle interprétation, envisager quelque chose. Concevoir, c'est vraiment se faire l'idée. Si je prends un exemple, quand vous prenez la pipe, oui, bah, je vous vois venir. Hein. Prenez Magritte, quand il vous dit « ceci n'est pas une pipe », c'est la représentation d'une pipe. Mais ça n'en est pas la conception. La conception d'une pipe, c'est quoi? C'est ce qu'on peut en faire. C'est l'agrément que ça peut procurer. C'est l'usage qu'on peut faire de cela. C'est tout ça, la conception d'une pipe. C'est les fonctionnalités que ça peut avoir. Et arrêtez de penser des trucs là. J'ai pris un exemple, c'est un exemple, voilà, c'est tout. C'est... Bon, un petit peu de café quand même. L'autre est au sale. Du coup, j'ai pris celui du partenaire. Et non pas du sponsor, hein, c'est pas pareil. J'étais en train de lire l'autre jour un traité d'ébénisterie, et dans le traité d'ébénisterie, on disait, quand on fait la conception, par exemple, d'un bureau, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est on se dit « Ah, j'ai besoin d'un bureau ». Donc, on dessine un bureau. Mais en fait, on a besoin d'un bureau. Un bureau, c'est quoi, au final? On n'a pas besoin d'un bureau. On a besoin d'une surface sur laquelle on peut écrire. Dans ce cas-là, une simple table peut faire office de bureau. Maintenant, si je rajoute à ça le fait que j'ai besoin de ranger des choses à l'intérieur, c'est peut-être une table avec un caisson, avec des tiroirs qu'il me faut. Et est-ce que le caisson doit être attaché à la table pour en faire ce qu'on nomme communément un bureau? C'est une question qui a un sens et qui peut se poser. On a trop tendance aujourd'hui à penser directement un objet ou un meuble en voulant le recopier sur quelque chose qu'on a vu. Même si, en ce qui concerne l'établi, c'est peut-être un petit peu ce que je vais faire. Parce qu'on pourrait se dire, imaginons, vous faites pas des petits ouvrages, des boîtes, par exemple. Si vous faites des boîtes, ben peut-être qu'une presse Moxon peut vous suffire. Vous n'avez pas besoin d'un établi. Une presse Moxon n'est pas un établi. Une presse Moxon, c'est une presse Moxon. De la même façon, si vous travaillez avec de l'électroportatif essentiellement, et que vous ne travaillez pas de massif, vous faites de l'agencement, vous avez peut-être tout simplement besoin de ce qu'on appelle un établi MFT, Multifunction Tool. Autrement dit, un établi pour poser différents plateaux, enfin différents panneaux dessus, que vous allez couper avec une circulaire, avec une défonceuse, etc. Où vous aurez des options de maintien pour des pièces de ce style-là. Voilà. Donc vous n'aurez pas forcément besoin d'un établi de menuisier. De la même façon, si vous êtes sculpteur, vous n'allez pas utiliser la même chose. Si vous êtes bijoutier, ils ont des établis qui sont très particuliers, les bijoutiers, je ne sais même pas, il y a peut-être un nom, hein, je ne suis pas du métier, peut-être un nom qui nomme ce meuble en particulier. Moi, au début, quand j'ai commencé à penser à mon établi, je m'étais dit, oui, je vais faire un établi comme ça. Voilà, je veux tel type d'établi. Puis j'ai commencé à regarder, je me suis dit que c'était finalement pas si pratique. Plutôt que de penser directement, il me faut un établi, même si je sais pertinemment, parce que j'y ai réfléchi quand même, que ça va déboucher sur la conception d'un établi, avant, il faut que je me demande quels sont les critères qui sont pour moi importants dans ce qui va être mon futur établi. Et quand je parle des critères, c'est pas ces critères-là. Non, les critères, en un seul mot. La première chose, moi,
qui est importante pour moi parce que j'ai pas beaucoup de place dans l'atelier, comme vous pouvez le voir. Quand même dans la place, vous avez vu, hein, j'ai mis là. Ça c'est le calendrier Nielsen. C'est beau, hein. Oh, c'est beau. C'est sexy. Puis ça le fait, quoi. C'est limite instagrammable, mon histoire. Presque, hein. On y vient, on y vient. Voilà. Donc, la taille. J'ai regardé sur la majorité des établis de menuisier, ils sont immenses, hein. 2 mètres, 2 mètres 50, des fois plus. Donc, c'est grand. En tout cas, pour la place dont je dispose, c'est grand. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'ai dit, mon établi, il fera à peu près 1m60 de large. Donc, ce qui est peu, hein, finalement, par rapport à pas mal d'établis. Et environ 65-70, donc 1m60 de long, pardon, et 65-70 cm de large, hein, de profondeur. Pour la hauteur, c'est un autre problème. La hauteur, c'est vraiment une question de confort de travail. On sera aux alentours des 90 cm. Je vais vérifier un petit peu ça pour vraiment faire quelque chose qui soit ergonomique. Donc, l'encombrement, c'est pas que la taille de l'établi en lui-même, c'est la taille de l'établi plus ce qui va éventuellement dépasser. Imaginons que j'ai une presse latérale, ben ça va me prendre de la place sur le côté de l'établi. Donc ça, il faut que j'y pense. En plus de ça, il faut quand même que j'ai la place pour passer ma main pour manœuvrer la presse latérale. Donc ça aussi, il faut que je le prenne en compte. Et bien sûr, il faut que je puisse circuler autour. Et circuler, sachant qu'il risque d'y avoir une pièce qui dépasse. Alors, vous savez peut-être que je suis au salon Habitat et Bois à peu près tous les ans. Et tous les ans, on a des établis qui sont les uns à côté des autres. Je peux vous dire une chose, c'est que la presse latérale, c'est compliqué de l'utiliser. Et même la presse frontale, c'est assez difficile de l'utiliser parce que, imaginons que la presse frontale soit devant moi, s'il y a un truc qui est juste à côté, quand je vais vouloir mettre ma pièce de bois ou raboter, j'ai le voisin qui me gêne. Donc, quand on parle vraiment de taille d'un établi, il faut voir l'encombrement. Moi, je m'étais dit, passer de chaque côté, ça je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais passer de chaque côté de l'établi, ça nécessite un petit peu de place. Je vais laisser 30-40 cm. En fait, c'est trop peu. On a besoin de pouvoir passer frontalement, sans faire des déhanchés, sachant que le mien n'est pas super sexy, hein. J'y travaille, mais je pense qu'il y a encore pas mal de boulot. Voilà. Donc, il faut que je prévoie la place autour. Ensuite, il faudra qu'il comporte des rangements. Alors pourquoi je dis il faudra qu'il comporte des rangements? Il faudra qu'il comporte des rangements pour une raison simple, c'est que j'ai peu de place dans l'établi, donc chaque mètre carré, chaque litre, hein, chaque décimètre cube de place qui est disponible, eh ben, je dois le rentabiliser. Donc il y aura du rangement, un petit peu comme sur un établi shaker. Ceci étant dit, je vais quand même laisser de la place sous le plateau pour pouvoir passer les valets, parce que, alors ceux-là sont assez courts, mais un valet, ça dépasse sous la surface du plateau de l'établi. Donc ça, c'est un truc à penser. Donc des rangements, oui, mais pas trop. Ça me permettra donc d'économiser de la place. De la même façon, le petit rangement, hein, pour les outils qu'on peut avoir au milieu, ou ce qu'on appelle le fourzitou, c'est un truc qu'il faut que j'envisage. Le seul problème, ce qu'il y a, c'est que le fourzitou a vite fait... Alors le fourzitou, ce qu'on appelle le fourzitou, c'est ce creux qu'il y a dans l'établi, qui est vers l'arrière du plateau. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez y poser tous vos outils. Si vous mettez une planche par-dessus, bah, comme ils sont dans un truc creux, ça ne dépasse pas et ça ne vous gêne pas. Donc il y a ce truc-là, le rangement des outils. Alors le rangement des outils, bah, on va en parler, mais il y a le rangement temporaire, hein, ce dont je viens de vous parler, donc le fameux fourzitou, où vous savez, la pièce centrale sur laquelle on peut mettre les ciseaux ou les scies, comme ça, voilà. Donc ça aussi, c'est bien d'avoir ce genre de rangement possible. Ça laisse de la place pour travailler, c'est plus agréable. Mais aussi les rangements permanents, donc ceux qui vont se retrouver sous l'établi éventuellement, même si les scies seront dans un rack à scies qui est debout. J'y peux rien, c'est comme ça. Et qui sera peut-être par ici, là. Donc là aussi, comme vous avez vu, je me suis dégagé de la place. Et il faudra que je réfléchisse bien à savoir ce que j'en fais de cette place que j'ai dégagée. Ouh, c'est dur. Je vous avais vu que je vous ai montré un valet. Il faut savoir qu'un valet, ça ne fonctionne correctement que si le plateau a une certaine épaisseur. Donc là, j'ai un plateau qui fait à peu près 4 cm d'épaisseur et le valet fonctionne correctement. Sur un établi, on a tendance à prévoir un petit peu plus. De la même façon, je vais sans aucun doute utiliser des greppes. Hein, les greppes, vous savez, c'est ces petits trucs qu'on met dans des trous espacés régulièrement.
On va en parler après quand on va parler des presses. Mais les grèpes, il faut une certaine épaisseur de plateau pour que ça fonctionne. D'où l'intérêt d'avoir cette épaisseur-là. De la même façon, un établi de menuiserie, on est amené à taper dessus. On est amené à taper dessus avec les ciseaux, j'entends, avec les ciseaux à bois. Et pour avoir travaillé très longtemps sur des plateaux ou sur des surfaces pas très épaisses, je peux vous dire que c'est pas très agréable parce qu'avec l'élasticité, je vous promets, j'ai pas bu. Ça vous renvoie en fait l'énergie du coup que vous portez et c'est assez désagréable. Là, ça engendre des vibrations, les pièces se déplacent, etc. Donc, il faut avoir un plateau qui soit relativement épais pour absorber l'énergie des coups qu'on met dessus plutôt que de la renvoyer vers vous. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Donc le plateau va faire à mon avis 8 à 10 cm d'épaisseur. Hein, voilà. Donc forcément ça fera un certain poids. D'où cette idée d'inertie. De la même façon, s'il est un petit peu lourd l'établi, quand on va scier avec une scie. Oui, je sais, c'est pas très original. Forcément, s'il n'y a aucune inertie, quand vous allez pousser avec la scie, il y a tout qui va partir en avant. C'est une horreur de travailler comme ça. Avec une scie japonaise, il y a tout qui va venir vers vous, ça revient au même, et c'est vraiment pas agréable. Donc là, le poids va vraiment être un avantage sur cette idée-là. Là où il va devenir un inconvénient, c'est que comme je vous ai dit, j'ai pas forcément beaucoup de place. Donc il faudra qu'il ait des roulettes, et des roulettes amovibles. Ou plus exactement, des roulettes escamotables. C'est pas tout à fait pareil. Amovibles, il faudrait que je les mette, que je les enlève, etc. Ça m'enchante pas comme idée, alors que escamotable, ça veut dire tout simplement que avec un mécanisme, je vais pouvoir escamoter les roulettes. Lourd, mais mobile, grand, mais pas trop, avec des rangements, mais pas trop haut, pareil. Et après, il y a la partie esthétique. Moi, j'ai envie qu'il soit personnalisé. Hein, je vais sûrement mettre le nom de la chaîne devant ou un truc comme ça. Donc ça, je ferai, je pense, à la CNC. Mais il y a d'autres raisons, en fait. L'esthétique, c'est une quasi-nécessité. Si je rentre dans mon atelier et que j'ai un bel établi, je vais avoir envie de travailler dessus. Donc ça, c'est intéressant. Et bien sûr, ça fait tout de suite intervenir la question de la finition. Qu'est-ce qu'on met comme finition sur un établi? Alors, on pourrait être tenté de le vernir, mais c'est une grosse erreur de vernir un établi. Il y a plusieurs raisons à ça. Un établi, quoi qu'il arrive, il va prendre des coups. Qu'on le veuille ou non, voilà, il va prendre des coups, il va être abîmé, à moins qu'on en fasse un objet d'art et puis qu'on s'en serve pas, mais tôt ou tard, voilà, vous allez y mettre un coup de ciseau, un coup de scie, peut-être un coup de défonceuse, mais ça on va en parler plus tard. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de le vernir. Puis en plus de ça, il y a autre chose que ça pose comme problème, c'est que le vernis, ça glisse. Et une surface sur laquelle on travaille, on ne veut pas que ça glisse trop non plus. Hein, si c'est un miroir, si c'est une patinoire, c'est pas super pratique. Le vernir, c'est pas forcément la bonne idée, mais il faut quand même le protéger. Moi, je pense que je mettrais la même huile que j'ai mis là. Là-dessus, j'ai mis une huile danoise, et il me semble, je sais plus quelle huile, l'huile de Tung est utilisée également. Alors le problème de l'huile de Tung, c'est que ça pue. Alors, on va pas se mentir, ça pue, par contre c'est assez efficace. Les établis de Lucas Mainferme, de Chantier La Vivacia, ceux qu'il utilise pour ses formations, puis ceux qu'il nous emmène quand il vient à Épinal, sont finis à l'huile de Tung. Voilà. Donc ça pue, mais ça tient bien. L'autre avantage de la finition à l'huile, c'est que quand il y a eu quand on a raclé dessus, que voilà, on a un petit peu abîmé, un petit coup de racloir, hein, pour le coup, et puis un coup d'huile, et c'est reparti pour un an ou deux. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Alors avec le vernis, on peut pas trop le faire, parce qu'avec le vernis, il faut d'abord tout décaper, bien propre, puis repasser une couche, et on a toujours ce problème du vernis qui glisse. Donc la finition sur un établi, c'est pas que esthétique. Et puis après, bien sûr, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir rajouter sur l'établi, notamment la quincaillerie, mais pas que, et qui vont engendrer un certain coût. Donc ça, on va en parler après. Il faut choisir le bois avec lequel on va réaliser l'établi. Donc forcément, si vous faites votre établi, je sais pas moi, en acajou et ébène, il va vous coûter plus cher que si vous le faites en sapin. D'ailleurs, sur ce sujet-là, me vient l'idée, j'avais préparé, Christopher Schwartz, dans son livre sur les établis, donc, que vous pouvez trouver aux éditions du Vieux Chêne, vous dit que le meilleur bois pour concevoir un établi, c'est le bois dont vous disposez. Ah oui, en Amérique du Nord et puis au Canada, on utilise de l'érable à sucre. Hein. Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai de l'érable sycomore,
qui est beaucoup moins dur que l'érable à sucre et qui est quand même pas l'idéal pour faire un établi. Donc eux utilisent beaucoup ça parce que sur l'échelle de Janka, la dureté de l'érable à sucre est 2 fois supérieure à celle de l'érable sycomore. Donc c'est un bois qui est beaucoup plus dur. Ça ne serait pas un bois adapté pour faire les établis, il est assez sensible au choc quand même. Donc si vous disposez par exemple que de sapins, voilà, de bonne qualité, sapin du Nord par exemple, bah, utilisez ça, il n'y a pas de problème. Hein. Vu les sections qu'on met en place, ça ne va pas casser. Même si c'est un bois tendre et qui sera sensible au choc, utilisez ça quand même. Par contre, si vous avez le choix, bah, prenez le bois qui vous plaît et qui va avoir les qualités qui vous conviennent. Moi, pour ma part, je vais choisir le hêtre. Parce que c'est un bois qui a un prix raisonnable, qui a des bonnes caractéristiques mécaniques et qui est facile à travailler avec un grain assez serré. Le chêne, pour moi, pour un établi, ne serait pas le bon choix si on a le choix. Autrement dit, si vous avez que du chêne, bah faites-le en chêne, parce que, comme le dit Christopher Schwartz, et il a complètement raison là-dessus, c'est le bon bois, puisque c'est celui dont vous disposez. Par contre, c'est un bois qui a un grain pas très serré, et qui n'est pas forcément facile à travailler pour les assemblages qu'on va faire quand on va construire l'établi. Donc, c'est pas forcément le meilleur bois. En tout cas, pour mon choix, moi. Donc je vous conseille fortement ce livre. Je vous en ai pris un deuxième, si vous lisez l'anglais. Alors, si vous lisez bien l'anglais, celui-ci, c'est une traduction du bouquin de Christopher Schwartz. Donc, c'est les éditions du Vieux Chêne qui font ces traductions-là. Bien sûr, si vous lisez très bien l'anglais, préférez la version originale, parce qu'il y a des subtilités dans les traductions qui parfois échappent. Je connais quelqu'un qui est bien placé pour dire que c'est pas parce qu'on a correctement traduit une phrase qu'on a correctement traduit l'esprit de la phrase. C'est valable encore plus pour un livre entier. Et je vous conseille également à lire celui-ci de Lon Schleining, j'espère que je prononce correctement, qui vous parle donc de l'établi et de l'établi parfait notamment, en sachant quand même que l'établi parfait, ça n'existe pas. Voilà. Donc ça, c'était juste pour la parenthèse sur les livres. Je vous en mets un troisième, c'est celui qui a été publié aux éditions BLB Bois et écrit par Samuel Mamias, où il décrit la fabrication du sien d'établi. Donc je n'ai pas retrouvé, je ne sais pas où je l'ai mis, mais voilà, je vous mets l'image. Et dernier point qu'on va prendre en compte, parce que ça détermine quand même une bonne partie du coût global de l'établi, c'est la quincaillerie. Donc moi je vais prendre la quincaillerie chez Benchcrafted, et il faut que je passe une commande donc chez Michel Oriou, puisqu'il importe du Benchcrafted pour la France, pour obtenir la quincaillerie dont j'ai besoin. Et là aussi, quand on réalise sa conception d'établi, c'est d'ailleurs dit chez Benchcrafted, sur les tutos de Benchcrafted, il est préférable de disposer déjà de la quincaillerie avant d'attaquer la fabrication de l'établi, et voire même avant d'attaquer le dessin de l'établi. Donc dans une prochaine vidéo, on en parlera du dessin de l'établi, on verra un petit peu ce que j'ai pris en compte. Je ne vais pas réinventer la roue. Moi, en ce qui me concerne, ce qui me plaît et ce qui correspond à mon besoin, c'est un établi de type Roubaud. Alors ce ne sera pas tout à fait un Roubaud, parce que Roubaud, lui, il a fait un établi bien particulier avec les moyens dont il disposait à son époque, mais ce sera donc de type Roubaud, donc ça va fortement ressembler à un établi Roubaud avec la presse frontale, la presse latérale et un certain nombre d'options qui sont propres aux établis Roubaud. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que, par exemple, chez Benchcrafted, il fut un temps où le diamètre de la vis presse frontale, donc la grosse vis, vous savez, avec le pas trapézoïdal, était, je crois, de 2 pouces, c'est exactement 25,4 mm, on s'en fout, et aujourd'hui c'est 20 mm, contrarié par le fait que ça ait diminué, je sais pas quelles sont les économies qu'ils ont souhaité faire, mais par contre ce que je peux vous dire, c'est que forcément, si vous avez percé à 25, c'est un peu dommage, parce que quand vous recevez la presse, le trou il est trop gros. Et autant agrandir un trou trop petit, ça se fait, autant rétrécir le trou qui est trop grand, c'est un peu plus compliqué. Et n'y voyez aucune allusion, ça suffit. Ce sera pas mal d'avoir déjà la quincaillerie pour pouvoir faire la conception, prendre des mesures, etc. Puis aussi de se faire une petite idée du coût de la chose quand même. Et pour la fabrication, il faut que je réfléchisse à savoir si je le fais tout d'un coup avec les rangements dessous, etc. Ou alors si je commence par me faire l'établi et que ensuite seulement je fais les rangements dessous. Je pense que ça va être la solution 2 en toute franchise. J'aurais peut-être besoin de l'établi pour faire les rangements qui sont sous l'établi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur la conception de l'établi. Donc, comme vous voyez, j'ai pas dessiné. En plus, les dessins, j'en ai déjà trouvé, donc je vais modifier un dessin qui existe déjà. Les plans de l'établi seront à disposition sur le site de l'Air du Bois, bien sûr.
J'essaye de temps en temps de mettre des plans de ce que je fais sur le site de l'Air du Bois au fur et à mesure. Donc vous y trouverez de plus en plus de plans des réalisations. Donc cherchez pas ailleurs, c'est là que tout est disponible maintenant. Donc voilà, je vais attaquer le dessin à proprement parler. Et j'avais déjà commencé à vouloir dessiner l'établi. Et je me suis rendu compte que tant que mes critères n'étaient pas fixés, c'était une erreur que de vouloir dessiner l'établi. Voilà, donc là, je repars dans l'autre sens. Je fixe tous mes critères et ensuite je vais faire le dessin. Et finalement, ça va aller beaucoup plus vite de finaliser ce dessin. Voilà. Et bien sûr, il faudra aussi que j'aille chercher du bois. Alors, petite news qui peut vous intéresser, je reçois la raboteuse dégauchisseuse fin de semaine prochaine. Évidemment, il va y avoir une vidéo dessus, hein, évidemment. Voilà. Donc, réception de la raboteuse dégauchisseuse, installation, vente de celle-là. Donc, celle-ci sera mise en vente, je pense, début mars. Et je ne sais pas encore le prix, mais vous inquiétez pas, on va trouver tout ça. Et ensuite, on attaque, donc, on va chercher du bois et on fabrique l'établi. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez bien vous barrer de mon atelier qui est tout débarrassé, tout beau, je vous remercie.